deuxième partie de l'Africa Newsroom. Souka Souka, Augustin Tchameney, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On continue donc avec le reste de l'actualité. Un 1er mai également tragique au Nigeria. Un double attentat a été perpétré à Mubi, à 200 km de Yola, la capitale de l'État d'Adamawa. C'était donc ce mardi. Les autorités parlent de plusieurs explosions impliquant 2 kamikazes. Une première explosion dans une mosquée, l'autre dans un marché qui se trouvait à proximité. Le bilan est des plus lourds, de moins 60 morts. La ville de Mubi est régulièrement visée par Boko Haram, et cette attaque de mardi est la pire qui survient dans cette ville du nord donc du Nigeria. Jean-Marie Bitomo, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée, mais les autorités l'attribuent déjà à Boko Haram. Ce double attentat, son mode opératoire rappelle effectivement le même mode opératoire de ce groupe terroriste. Tout à fait, c'est-à-dire Boko Haram maintenant. Boko Haram a beaucoup faibli. C'est vrai que dans nos États, ce n'est pas toujours évident pour nos États puisqu'il s'agit de luttes asymétriques. Et dans ces luttes asymétriques-là, vous ne pouvez pas identifier votre adversaire de manière claire. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le mouvement qui a été relativement bien affaibli au Nigeria et vous avez maintenant des soubresauts. Et ces soubresauts-là, qu'est-ce qui se passe? Les différents groupes qui ont été désarmés en tant que tels gardent quand même une certaine force, qui n'est plus la force de départ de Boko Haram, il ne faut pas l'oublier. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai vu le Boko Haram sévit au Cameroun. Boko Haram sévit au Nigeria. Boko Haram sévit, comment dirais-je, au Tchad et tous les États de la zone. Et les États de la zone sont en train de démanteler ces armées-là progressivement. Et moi, je me dis que ça, ce sont des soubresauts de la fin de ces mouvements-là. Et à une condition, et j'insiste encore là-dessus, puisque le sujet précédent est pratiquement lié à celui-là, j'insiste encore là-dessus, comme M. Souka Souka le disait tout à l'heure, à condition qu'il n'y ait pas des forces extérieures qui viennent encore réarmer, comment dirais-je, ces individus-là pour leurs propres intérêts, pas pour les intérêts de ces individus-là, mais pour les intérêts, comment dirais-je, de ces multinationales. Nous l'avons vu, ça se produit dans le monde entier. Ici, là, en France, vous avez, comment dirais-je, un groupe qui a été, comment dirais-je, poursuivi en justice aujourd'hui. Vous êtes, chers collègues, vous êtes juriste et tout, sur le conflit qui se passe en Syrie aujourd'hui. Il ne faut pas que nous soyons là, nous les Africains, nous disons que oui, le monde il est beau. Je dis toujours sur ce plateau, les États n'ont pas d'amis dans ce monde, les États ce sont des intérêts. Donc, ce qui se passe en Syrie, pourquoi ça ne se passerait pas chez nous en Afrique? Essayez de me le justifier, puisque vous me dites que le droit international permet de tout régler. Bon, alors on ne va pas faire tous les sujets donc, sur ce plateau autour du droit international, s'il vous plaît. Sur ce sujet-là, qui concerne exactement, comment dirais-je, la résurgence des actions sur le terrain concernant l'instabilité du territoire nigérian. C'est-à-dire, il faut que les Nigérians, c'est-à-dire tous les Africains, il n'y a pas que les Nigérians, que les Africains nous rendions compte quelque part, c'est que les groupes, puisque qu'on est en train d'armer, ne sont pas en train de nous rendre service. Parce que les gens qui sont là-dedans, ils regardent tout simplement l'intérêt présent. Un État se gère sur le long terme. Donc cette gestion de long terme-là préconise la sagesse africaine. Je reviens encore sur M. Souka, il en a parlé tout à l'heure, sur la sagesse africaine en tant que telle. Donc à partir de là, que nous arrêtons ces élucubrations-là où on est en train de monter les Africains les uns contre les autres pour les intérêts extérieurs. Alors ce nouvel attentat qui frappe donc le Nigeria a eu lieu au lendemain même de la visite officielle du chef de l'État Muhammadu Buhari à la Maison-Blanche. La lutte contre le groupe Boko Haram était justement au cœur de sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Regardez ce sujet qui nous a été préparé par Ibrahima Djoumaba au sujet donc de cette visite. Attendue depuis plusieurs mois, la visite officielle du président nigérien Muhammadu Buhari aux États-Unis d'Amérique a eu lieu ce lundi 30 avril. Il a été reçu à la Maison-Blanche à Washington par le président américain Donald Trump autour d'un déjeuner de travail. Au menu de l'entretien, la coopération militaire, notamment la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Le fait de franchir le cap de vendre des armes au gouvernement nigérian, c'est d'une part
une manière de contribuer à la sécurisation de la zone et le renforcement de la stratégie de Buhari contre Boko Haram, mais aussi l'affirmation d'une présence américaine qui n'est plus née en Afrique. On l'a vu avec les fameux incidents de Tazamit, mais aussi à Agadez et dans des positionnements stratégiques sur le continent depuis l'échec du projet Africom. La coopération économique entre le Nigeria et les États-Unis d'Amérique est également inscrite au menu de la visite du chef de l'État nigérian. Muhammadu Buhari est accompagné de plusieurs personnalités, dont l'homme d'affaires Aliko Dangote. Des séances de travail ont lieu avec des fournisseurs pour l'industrie agricole, mais aussi des responsables du constructeur aérien Boeing. Buhari a fait l'analyse qu'il y a probablement aux États-Unis des investisseurs qui seraient prêts à venir dans son pays. Il y a l'aéronautique, il y a l'agriculture. Et je pense que Mohamed Buhari n'a pas fait un mauvais calcul parce que les États-Unis sont effectivement, pour le Nigeria, un partenaire suffisamment crédible. Le Nigeria est un partenaire stratégique des États-Unis en Afrique. La formation de certains policiers et soldats nigérians est assurée par les Américains. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Maison-Blanche a autorisé la vente de 12 avions de surveillance et d'attaque Super Tucano d'un coût de 408 millions d'euros. Alors, les attaques régulières des groupes terroristes et plus précisément Boko Haram, mais aussi l'enlèvement et pas plus tard qu'au mois de février dernier d'une centaine de jeunes lycéennes. Et là, ce nouvel attentat qui frappe donc Mubi met au jour de graves failles au niveau sécuritaire dans cette partie du Nigeria. Effectivement. Moi, ce qui me tonne, c'est que le Nigeria, l'armée nigérienne du Nigeria, est l'une des plus fortes de l'Afrique. Et je vous assure, si vous voyez défiler les Nigérians, c'est une armée bien ordonnée et bien entraînée. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas arriver à bout? Boko Haram, c'est des civils, au départ en tout cas. Bon, certes, la guérilla, difficile de combattre des guerrieros, mais enfin, si la volonté politique d'en finir est là, je suis sûr que Boko Haram, on n'en parlerait plus. Parce que le nord du Nigeria a une population nombreuse. En mobilisant les populations civiles, en plus des forces militaires du Nigeria, ils viendraient à bout à des petits groupuscules de civils qui, bon, après avoir fumé de la drogue, prennent des armes et combattent. Mais combattre, il faut voir la technique. Il faut voir les techniques de combat rudimentaires. Alors, rudimentaire, quand même pas. Là, on a par exemple 2 explosions, notamment à côté d'une mosquée, ensuite l'autre dans un marché. Donc là, on a un mode opératoire quand même de plus en plus sophistiqué, voilà, M. Soukassou. Voilà le problème. À l'expérience, il commence à s'aguerrir. Et c'est là où Boko Haram était au départ un groupe d'illuminés. C'est à ce moment qu'on voit la sécurité d'un pays. Tous les militaires, tous les grands chefs militaires, à commencer par le président lui-même, qui est un général, ils sont tous à la capitale ou à Abuja, où ils ont des voitures. Vous avez vu quelqu'un quand il a une Mercedes, vous allez l'envoyer au front, il ne va pas partir. Augustin Tchamenei, ce nouvel attentat qui frappe là le Nigeria une fois de plus, montre que Boko Haram conserve la capacité de mener des opérations de grande envergure, comme on le voit là, plus de 60 morts, je le rappelle encore. Bien entendu, contrairement à ce que pense mon interlocuteur en face, Boko Haram n'est pas, à mon sens, du tout à sous-estimer. Boko Haram, c'est une force terroriste qui aujourd'hui est devenue transnationale. Il faut savoir qui opère à la fois au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Donc ce n'est pas une force à sous-estimer. Et qui en plus a prêté pour du moins la fraction Shekaou, a prêté allégeance à Al-Qaïda ou que sais-je. Moi je pense que toute la difficulté de la maîtrise de ce groupe, de ce groupe terroriste, c'est justement toutes les difficultés qu'ont les États qui combattent dans le cadre de confrontation asymétrique. C'est-à-dire que vous avez un groupe qui a un mode opératoire difficilement prévisible.
qui en plus, contrairement à ce que vous pensez, le Nigeria, c'est sans doute le gigantesque pays économiquement riche en Afrique, mais le Nigeria, malheureusement aussi, c'est le pays dont le ventre mou est justement sur sa partie nord. C'est-à-dire que les inégalités entre le sud majoritairement chrétien et le nord qui est majoritairement musulman sont si importantes qu'il est très facile pour Boko Haram de recruter dans le nord. Il est très facile pour Boko Haram de se nicher justement entre les populations et qu'on puisse difficilement les déceler. Et c'est aussi une cible, à défaut de la cible privilégiée, mais la cible la plus facile pour Boko Haram, c'est bien le nord et cette partie est. Donc ça reste sa base arrière, puisque c'est là que Boko Haram naît, c'est dans le nord-est du Nigeria que Boko Haram a pris naissance. Donc, je crois que c'est une force terroriste qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est, d'après ce que disent les gouvernements nigérians et quelques pays autour, affaiblie. Moi, je ne partage pas cet avis-là, puisque depuis qu'on dit cela, Boko Haram ne fait que frapper et faire des enlèvements et frapper encore fort. Donc voilà. Donc chaque fois, c'est des sursauts intermittents, par surprise, mais avec parfois des bilans très importants, comme ce dernier double attentat. Alors justement, Boko Haram a souvent été donné comme étant en perte de vitesse au niveau territorial, mais là, Jean-Marie, c'est quand même une démonstration de force, une fois de plus. Je reviendrai, c'est-à-dire pour répondre à votre question, Zara, je reviendrai sur ce que M. Soukasouka disait tout à l'heure, à savoir que ce sont des moyens rudimentaires. Pourquoi je veux parler des moyens rudimentaires? Vous vous êtes étonné là tout à l'heure quand il a dit que c'était des moyens rudimentaires. Tout simplement pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui, pour pouvoir faire une bombe, il ne vous faut pas grand-chose. Vous allez sur Internet, vous trouvez c'est-à-dire comment faire fonctionner avec des choses relativement simples comme je le dis. N'importe qui peut taper sur Internet. Vous allez voir que même quand vous êtes en Afrique, c'est-à-dire, vous faites quoi? Vous prenez tout simplement ce qui s'est passé ici, là, hier, à Paris, les échauffourées qu'il y a eu lors du 1er mai. Vous allumez, comment dirais-je, vous prenez une bombe d'essence, que vous mettez, vous allumez, vous jetez ça dans une église, vous tuez les gens. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit que Boko Haram, c'est-à-dire s'affaiblit un tout petit peu, pas complètement. Il a raison, c'est-à-dire M. Tchamenei, de nous rappeler que c'est une force qui est maintenant transfrontalière en tant que telle. Donc à partir de là, son existence, elle n'est plus capable, malgré la symétrie que nous avons entre les armées constituées des États et ces groupuscules-là, ils n'ont plus les mêmes moyens qu'ils avaient au départ. Il faut quand même se rappeler de ce que c'était Boko Haram au départ. C'était, moi, je me souviens qu'au nord du Cameroun, chez moi, mais ça a duré pendant, c'est-à-dire des mois et des mois, des années. Alors, et des années tout simplement pourquoi? Parce que le gouvernement nigérian, parce que le Cameroun avait prévu ça avant, le gouvernement nigérian ne voulait pas que les forces armées camerounaises rentrent au Nigeria, le nord dont il parle là. D'où la nécessité d'une coopération entre les États. Si ces États-là veulent éradiquer Boko Haram, il faut une coopération entre les forces armées de tous les États dans lesquels Boko Haram est concerné. Qu'on essaie de l'éradiquer, c'est tout à fait possible. Il suffit de mettre en place des stratégies militaires adaptées. Augustin Tchamenei. Quand une bombe est artisanale, a priori, ne peut pas tuer 60 personnes. Si. Alors, regardez les attentats dans le monde entier. Non, quand on arrive à tuer 60 personnes dans une église, c'est que c'est une bombe qui est à prendre au sérieux. Ça n'a rien à voir avec ce que Boko Haram a expérimenté. Moi, je parle de la construction, M. Tchamenei. Je parle de la construction. Vous pouvez avoir une bombe qui tue 60 personnes, mais qui est de construction artisanale. C'est-à-dire, l'effet des bombes, on les connaît depuis, comment dirais-je, qu'on a commencé à parler en 74 en Munich et tout ce qui s'ensuit avec. Toutes les... c'est pas un phénomène nouveau, comme vous-même vous l'avez dit, c'est pas un phénomène nouveau aujourd'hui. Toutes les techniques de fabrication qu'on trouve sur Internet ne sont pas artisanales. Ça n'a rien à voir avec ce que Boko Haram a expérimenté. Quand je veux dire artisanal, c'est pour ça qu'on procurait, si vous voulez, les éléments pour la construction. Si je peux aller jusqu'au bout de mon argument, ça n'a rien à voir avec ce que Boko Haram a expérimenté dans le nord du Cameroun, où parfois ils avaient une technique qui était relativement simple. On embrigadait un jeune qu'on envoyait dans une foule et ensuite on détonnait de loin la bombe et puis on faisait 5 ou grand maximum 10 victimes. Là, c'est typiquement artisanal. Mais il faut savoir qu'au Nigeria,
Boko Haram a parfois employé des moyens lourds. Il faut savoir aussi que Boko Haram a parfois réussi. C'est vrai, là je suis d'accord avec vous. Boko Haram a parfois réussi à infiltrer l'armée nigériane. L'armée nigériane, effectivement. Et Boko Haram a parfois réussi à s'approprier de l'armement au sein de l'artillerie lourde de l'armée nigériane. Le problème, vous voyez, Boko Haram aujourd'hui. Moi je dis, nos autorités ont l'obligation d'assurer la sécurité du pays. Dès lors qu'un groupuscule commence à dépasser ce qui est normal, ordinaire, eh bien, il faut réagir. On a laissé faire Boko Haram, il a commencé, mais par des petites... D'abord, on a vu excursions par-ci, par-là, à faire des incartades au Cameroun, on a laissé faire. Oui, alors est-ce qu'on peut dire véritablement que les États ont laissé faire ou bien les États ont été dépassés? Ils ont d'autres objectifs. La sécurité, si vous permettez. La sécurité à l'intérieur. On sait par ailleurs que le président Boari, dès sa venue au pouvoir en 2015, a déclaré la guerre à Boko Haram et il y a eu quelques... et là, par exemple, à la fin de l'année 2017, on a eu des procès qui ont été ouverts. Mohamed Boari est arrivé au pouvoir, Boko Haram était déjà... Bien constitué. Effectivement, depuis 2009 déjà, oui. Ses prédécesseurs... Obasanjo, en particulier. Ses prédécesseurs ont eu le tort de négliger les populations du Nord. Il n'y a pas qu'Obasanjo dans leur guéguerre militaire, parce que les Sani Abacha, c'est pour cette raison que la difficulté principale, c'est davantage dans la gestion justement de la fragmentation des populations nigérianes, plutôt que dans le délaissement de l'État. Il faut savoir que Boko Haram aujourd'hui au Nigeria, c'est une gangrène. Les Nigérians veulent en finir. Aujourd'hui. Et je vous rejoins, M. Tchameni, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous sommes responsables quelque part au plan interne. C'est-à-dire c'est la gestion interne que nous faisons de nos territoires d'abord, avant d'arriver, dirais-je, à la gestion institutionnelle des choses. Alors, une question aussi de développement, Jean-Marie Bitomo. Effectivement, c'est là où je voulais en venir, Zahra. Oui. En termes de développement, c'est-à-dire nous sommes fautifs là-dessus, parce que chez nous, en Afrique, nous oublions toujours ce que j'ai dit sur ce plateau, Zahra, à savoir la notion de péréquation territoriale en tant que telle. C'est-à-dire quand vous avez des régions qui sont délaissées, il en a très très bien parlé tout à l'heure, Maître Tchameni, c'est que vous avez des populations qui sont délaissées. Quand ils voient que vous avez le Sud qui continue, c'est-à-dire à se développer industriellement, et que vous avez des parties, des régions, comme nous avons affaire à des populations qui ne sont pas éduquées, ce sont des populations qui sont vulnérables, qui sont accessibles. Ce n'est pas seulement au Nigeria. Nous avons vécu le même cas, si vous voulez, en Égypte avec les frères musulmans qui ont commencé à prendre en charge les populations égyptiennes en tant que telles. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand on nous parle des printemps arabes. Vous avez, quand l'ex-président Morsi est élu président de la République au vote, démocratique en tant que tel. D'où provenait leur force? C'est tout simplement pourquoi? Parce que les frères musulmans se sont occupés des populations qui étaient délaissées par l'État central en Égypte. C'est tout. Alors, moi, un dernier mot, s'il vous plaît. Pour terminer, si vous permettez, moi je pense que les pays, ils ont peut-être tergiversé au départ sur la coordination des forces, mais les pays ont réagi. Le Tchad a été d'une très grande implication sur le refoulement de Boko Haram dans ses retranchements. Le Cameroun aussi a efficacement réagi face à Boko Haram. Aujourd'hui, il y a encore quelques incursions par intermittence, mais dans le nord du Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun, Boko Haram est très affaibli. Mais le Nigeria, c'est particulier. La difficulté est davantage sociétale que militaire. C'est-à-dire qu'avec les inégalités et la fragmentation des populations, il est très difficile aujourd'hui de contrôler Boko Haram dans des zones qui sont très fragiles comme le nord-est du Nigeria. Voilà, donc là, vous avez tout à fait raison. Vous pouvez dire ce soir sur ce double attentat perpétré ce mardi à Mubi, donc dans l'état d'Adamawa au Nigeria. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.